Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Capture Podcast, le podcast qui vous laisse la chance de répondre à cette question. Pour toi, c'est quoi la vie ? Et ce, peu importe ce que vous faites. Une question vraiment intime et pas toujours évidente pour nos invités qui ont décidé de relever le défi. C'est pour eux l'occasion de dire leur vérité, de parler avec leur tripes et surtout leur cœur. Peut-être vous y trouverez-vous ou peut-être vous y perdrez-vous. C'est en tout cas une invitation au voyage qui, nous l'espérons, vous permettra de découvrir de nouveaux horizons. Et vous ? Seriez-vous capable de venir donner votre avis sur la vie ? Ce soir, c'est Egoul que j'ai rencontré et que j'ai eu la chance d'interviewer. C'est une jeune créatrice de robes sur mesure, une grande couturière qui s'inspire beaucoup de la maison Dior et qui a travaillé pour Chanel. Elle n'ose pas parler de certaines choses et pourtant à travers ses robes, elle parle de tout. On pourrait presque l'appeler celle qui murmurait à travers l'oreille des robes. Elle murmure également à l'oreille des femmes qui ont besoin d'elle. Je vous laisse avec Egoul, avec ses craintes, ses peurs, ses joies et ses doutes, avec toutes ses émotions. Ce qu'elle a osé dire et surtout ce qu'elle a osé taire. Il est très important de se respecter et je crois que lors de cette interview, c'est ce qu'elle a fait. À cette jeune femme, à cette grande dame, je vous laisse avec Egoul et ses robes. Je suis super contente de faire cette interview parce que j'ai oublié un micro, le câble n'était pas bon et finalement on a réussi, on a eu le temps de boire un thé, j'ai pris le Bicool et Egoul nous a fait visiter son atelier qui est magnifique, mais je vais vous laisser l'écouter et voir tout ce qu'elle a à nous dire. Est-ce que tu vas bien ? Très bien, merci. Et toi ? Oui, merci. Je vais super bien aussi. On vient de bosser toute la journée. Je pense qu'il est 20h. On est tout un petit peu fatigués, mais ça va être super cool de faire cette interview. Je pense qu'Egoul est un petit peu impressionné qu'on ait mis on sur le micro, mais je lui ai dit on est entre copines, on va juste parler. On aurait dû se mettre en pyjama en fait. Ouais. On aurait dû se mettre en pyjama et faire une soirée pige. Je vais te poser 3 questions. Et il y a une question que je me pose depuis quelques jours parce que je sais que je vais devoir. Quelle est ta maison de couture préférée ? Sans hésitation, c'est Christian Dior. Ah, je suis trop contente, j'ai des frissons, je suis trop contente de le savoir parce que je me posais vraiment la question. Et pourquoi ? Et est-ce que surtout tu t'en inspires depuis combien de temps ? Pourquoi ? Parce que déjà, je trouve que c'est beaucoup inspiré des années 30. On a gardé, Christian Dior a gardé le corsage, mais a apporté un peu plus de légèreté sur le bas de ses créations. Et c'est ce que j'aime, moi, dans les robes, c'est de bien cintrer la taille. Alors moi, je n'utilise pas beaucoup le corsage parce que j'aime bien les femmes, qu'elles soient libres, on retire tout. mais j'aime bien réussir à le faire justement sans cette sensation d'être serrée dans une robe, mais garder le volume en bas et bien cintrer le haut de la femme. J'adore, j'ai l'impression de voir la robe. Bon, c'est parce que si je suis allée dans tes ateliers juste avant et les robes sont magnifiques. Egoul est créatrice de robes sur mesure, c'est ça. Ces robes sont juste sublimes, mais on vous mettra tout en lien. J'ai une deuxième question qui n'a absolument rien à voir. Cornichon ou pain au raisin ? Tu dois choisir l'un des deux. Là, c'est sous mes yeux. Pain au raisin, mais juste pour toi, ce sera les cornichons ce soir. Yes. Super, ben merci à Mathieu. Et une dernière question, quel est ton animal préféré ? C'est les oiseaux. C'est vrai ? Non, parce que en fait, j'aime beaucoup les chinoiseries. Et dans les oiseaux, pour moi, c'est la liberté. C'est le romantisme. Et ouais, je pense que j'aime beaucoup ce côté libre qu'on ne peut pas approcher, qu'on trouve magnifique. Et c'est pour ça qu'il y en a partout si tu regardes. Oui. C'est par petites touches. Et ouais, je pense que ce serait mon animal. J'adore. La question arrive, tu t'en doutais. Mais tu viens un petit peu de répondre quand même, de l'introduire. J'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire. On vit, donc on a des obligations, mais être libre en même temps. Ce qui m'amène à te demander, Egoul, pour toi, c'est quoi la vie ? Si je te dis d'être libre, ce serait trop facile. Pour moi, la vie, bien évidemment, je répondrai à cette question. Là, je vais te répondre au tac, mais ça va dépendre vraiment le jour où tu me poses la question. Je pense qu'il y a quelques jours, je t'aurais dit, la vie, pour moi, c'était pendant un temps un combat de tous les jours pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Tu nous diras après pourquoi. Ouais, mais je pense que ce sera un peu difficile à en parler, mais voilà. Mais sinon, pour moi, la vie, c'est une collection de plein de petits moments qui nous font... Du coup, je suis émue. J'ai l'impression d'être chez ma psy. C'est horrible. Oh, bah, tu peux te mettre sur le canapé. C'est pour ça que j'avais la pression.
Mais tu peux te mettre sur le canapé, on peut échanger de place, et pas fauteuil, et Non, le canapé. pour moi, c'est une collection de petits moments comme ce moment-là qu'on partage, surtout avec les femmes. Et de par mon métier, j'ai la chance, j'ai cette chance-là que les femmes se livrent à moi. Et moi aussi. Et quelque part, c'est un moment comme on serait chez sa psy ou chez sa meilleure amie, qu'on partage. Alors, cette question, je crois que j'arriverai jamais à répondre, honnêtement. Et la réponse, je la garderai pour moi, mais c'est une collection de petits moments. Tu vas la garder pour toi, Ouais. à part si j'y arrive. Si tu arrives. J'ai encore une demi-heure pour aller voir sous ta peau quel mot il y a. Oui, je pense sincèrement, bien évidemment, le plus important pour moi dans cette vie, c'est d'être heureux. C'est impossible de l'être tous les jours. Mais pour être heureux, on doit se trouver soi-même. C'est pour ça que je te disais que c'était un combat de tous les jours, parce que tout ce combat-là mène à se retrouver. Parce que quand on sait ce qu'on est, quand on s'accepte comme on est, ce qu'on a vécu, ce qu'on va vivre encore plus tard, on arrive à être heureux. Donc pour moi, la vie, c'est ça. Et c'est super joli d'avoir dit la vie, c'est une collection, parce que c'est comme si dedans, tu renfermais ce qu'il y avait de pire et ce qu'il y avait de plus beau dans cette collection. Parce que dans une collection, souvent, tu as des choses kitsch, horribles. T'as dit ce mot. Ouais, c'est ça. Moi, je pense par exemple aux collections, désolée pour ceux qui font ça, mais les collections de dés à coudre ou de figurines qui pour moi n'ont pas de sens. Mais tu peux avoir dans des dés à coudre, un dé, ça va être un diamant, ça va être magnifique. Et même toi, tu vas te dire, mais cette collection-là, j'y avais pas pensé, c'est sublime. Et puis tu vas voir le dé à coudre, tu te dis, ah ouais, quand même. Là, à mon avis, là, c'était vraiment la crotte. Hein, parce que pour avoir un dé à coudre comme ça dans sa vie, il faut le vouloir. Et est-ce que tu peux, à ton rythme, avec ce que tu veux nous livrer, nous expliquer pourquoi c'est un combat, parce que c'est ce qui avait l'air de te toucher le plus. Alors non, elle vient de me faire non de la tête. Alors on parlera pas du combat. Donc on comprend bien que t'as dû te battre pour en arriver là, mais à un point qu'on peut pas imaginer. Est-ce que, comme on en avait déjà discuté en off, tu peux quand même nous parler de ton parcours pour qu'on comprenne un tout petit peu ? Alors mon parcours, donc je suis arrivée en France à l'âge de 7 ans. On a fui la guerre donc en Russie quand il y avait la guerre avec la Tchétchénie. On est arrivé en France, on a eu cette chance-là parce qu'on a été très très bien accueillis. J'ai été à l'école comme tout le monde, j'ai commencé un BTS commerce international qui ne me convenait pas, et parce que j'avais besoin de travailler pour des moyens, pour gagner de l'argent, pour vivre, pour survivre, et du fait que je parlais des langues étrangères, ça m'a beaucoup aidée. J'ai commencé à travailler donc dans les milieux luxueux, j'ai été dans des stations comme Courchevel, j'ai été chez Chanel, et donc ça m'a ouvert. Mais la mode pour moi ça a toujours été un moyen de m'exprimer. Pour moi c'est un pouvoir que nous les femmes on a, parce que un vêtement ça communique sans parler. Donc c'est pour ça que je me suis tournée, ça m'a aidée à avoir des jobs, ça m'a aidée avec les amis, ça m'a aidée dans tous les milieux. En tout cas les vêtements pour moi ça m'a beaucoup aidée, parce que le dimanche on va avoir notre choucroute sur la tête en jogging, on vend pas pareil que si on est bien apprêté. Malheureusement la vie elle est faite comme ça, donc il faut s'en sauver. Pour moi c'est une arme qu'il faut utiliser, et donc j'ai commencé à m'intéresser à la couture. C'est vrai que j'en ai fait aussi loin que je m'en souviens, vraiment depuis toute petite, mais concrètement ça a commencé dès l'âge de 12-13 ans. Donc j'ai commencé à coudre, et c'est vrai que pendant longtemps j'en ai voulu à mes parents, parce que je me suis dit mais moi de la couture j'en faisais depuis toujours, pourquoi est-ce que vous m'avez pas incité à aller à l'école, etc. Et plus je grandissais, plus j'apprenais toute seule, et quelque part ça donne confiance. Et on se dit mais attends, j'ai réussi à faire ça toute seule. Et quand j'ai commencé à travailler chez Chanel, c'était assez intéressant parce que je ne savais pas que j'allais travailler chez eux. C'était une nouvelle boutique qui ouvrait, donc c'était des entretiens à l'aveugle. C'était où ? À Paris. À Paris. Rue Cambon. Et en fait, c'est des entretiens qu'on passe un peu à l'aveugle, on a des tests psychologiques, etc. Enfin, c'est très cadré pour un nouveau poste. Et ça s'est super bien passé, mais quand j'ai su que c'était là-bas, je me suis dit, mais c'est incroyable, je savais que ça allait être... tu ne savais pas que non, c'était là-bas quand tu as postulé, incroyable, mais tu t'as dû te sentir comme une dingue. Mais oui, mais je savais que c'était pour une nouvelle boutique, ça allait être une maison de luxe à Paris, mais je savais pas qu'il y avait une nouvelle boutique qui ouvrait, en plus pour un nouveau poste. Donc c'était un poste, en fait on accompagnait les clients, on devait leur tenir compagnie, leur servir un thé, voilà, comme là en fait, leur parler, et ensuite travailler aussi avec les vendeurs, mais on faisait pas de la vente. On devait surtout leur faire sortir ce qu'ils ont justement, et discuter avec eux pour savoir ce qu'ils veulent. C'est rigolo, voilà. ça. Et donc c'était un test, et une fois que si on passait ce test de 2 mois, après on était promu responsable dans toutes les boutiques, vu que c'était un nouveau... donc haut la main, je l'ai passé, c'était génial, mais
pour moi, quand j'ai su que j'étais chez Chanel, c'était l'occasion d'aller fouiller un petit peu comment étaient confectionnés les vêtements. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je sais faire ça, je sais faire cette technique de couture. Et jusqu'à là, j'avais... en fait, quand on apprend quelque chose seul, on a tout le temps, constamment, des doutes sur ce qu'on fait. Donc, jusqu'à présent, et j'étais jamais dans un milieu, il n'y a personne dans ma famille qui coud, donc je ne savais pas si ce que je faisais, c'était bien. Et d'arriver là-bas et de voir que ça, je savais le faire. Alors, j'ai refusé ce poste à responsabilité, je suis rentrée, et c'est là que je me suis dit, ok, je vais me lancer. Je suis prête à vendre, je suis prête à laisser partir. En tout cas, j'avais, je pense, assez confiance pour que le vêtement que moi je confectionne soit porté par quelqu'un, parce que je savais qu'il serait parfait de A à Z. Mais c'est incroyable. J'avais juste une question avant. Tu parles combien de langues ? 4. Ok, donc français, russe... Anglais et une autre langue, parce qu'en Russie, il y a plus de 140 ethnies différentes, et je fais partie d'une ethnie. C'est, si tu veux, c'est la langue qui se ressemble un peu à la langue turque, mais ancienne. Par exemple, j'arrive à comprendre le turc ancien si c'est avec les personnes plus âgées, mais pas avec les jeunes. Ça fait assez mystique. J'aime bien. Voilà. Et mais c'est incroyable parce que souvent on dit que dans la vie, les accidents, les erreurs, c'est là où la vie se manifeste. Donc Chanel, c'était un accident parce que tu savais pas que tu allais aller chez eux. Mais t'es pas resté chez eux et c'est Chanel qui t'a fait comprendre que toi tu voulais ta boutique, faire ce que tu avais envie de faire, donc tu as quitté quelque chose de sublime pour te sublimer toi. Merci beaucoup. Mais en fait je pense que, alors je sais pas si je dirais accident, en fait depuis toute petite j'avais tendance à imaginer, à vivre mon rêve mais à l'intérieur, dans ma tête, et je crois au fait qu'on attire ce qu'on souhaite au plus profond, et je le crois, et jusqu'à présent c'est ça qui a fait, parce que comment on peut apprendre quelque chose tout seul si on n'a pas, par exemple avant de m'endormir, j'avais pas de machine à coudre, je me visualisais créer une robe du début jusqu'à la fin. Donc quand j'ai eu ma première machine à coudre, je l'ai faite, mais je me suis dit, mais à la fin, mais comment j'ai fait ça ? Je savais pas vraiment, parce que je l'ai tellement rejoué dans ma tête 1 million de fois que finalement c'était beaucoup plus simple. Donc les opportunités se sont présentées comme ça petit à petit, parce que c'était dans ma tête, je pense. C'est surtout de ça dont je veux parler, et il y a quelque chose d'assez fou. Je me reconnais énormément dans l'histoire que tu racontes par rapport à attirer à soi ce qu'on imagine, ou des choses depuis qu'on est petite qui se passent dans notre tête, dans notre intérieur, et qu'on n'arrive pas forcément à extérioriser. Donc toi, c'est par la robe, moi, c'est par les autres, c'est en interviewant les gens que je m'exprime. Ça, c'est assez spécial. Et il y a quelque chose que j'ai absolument jamais dit à personne, mais depuis que je suis petite, je vis des interviews dans ma tête. Mais vraiment, je l'ai jamais dit parce que je me disais que c'était pas normal. Je suis pas toute seule. Parce qu'on est plusieurs du coup pour faire ça. Et soit j'imagine je me fais interviewer, soit j'interview, mais depuis mais vraiment des années, je pense que ça fait 15-20 ans, enfin... Et du coup, c'est rigolo parce que je comprends un peu plus pourquoi, surtout en ce moment. Et j'ai toujours senti qu'il y avait un monde en moi que des fois, j'arrivais pas à sortir. Et c'est génial, c'est ce que tu as dit, quand tu trouves ce qui te correspond. Donc toi, c'est créer des robes, c'est là où tu vas t'exprimer. Oui. Peut-être une robe qui va nous inspirer des larmes, tellement elle est belle, où on va voir le combat qu'il y a eu dedans. On va voir la joie, le pétillement, enfin ça c'est génial que tu puisses t'exprimer comme ça, et c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un qui fait de l'art, et l'art c'est quand même un autre domaine parce qu'on voit pas tout ce... Enfin après c'est peut-être parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup, j'imagine que dans l'immobilier ça doit être comme ça aussi, mais on voit pas tout ce qui a cheminé en nous pour arriver à une robe. Il y a eu tellement d'étapes, des fois douloureuses, des fois où on n'a pas dormi, ou aussi des étapes de notre vie. Là, tu es émue parce qu'il y a des choses que tu n'as pas envie de dire. Eh bien, il y a une robe peut-être que nous, on va trouver magnifique, mais toi, ça t'aura arraché de la faire. Ouais, c'est vrai. Ça te l'a déjà fait ? Oui, je pense que oui, surtout quand la première robe est partie, parce que pour moi, c'était la première robe, enfin, c'était tout ce combat, enfin, à côté des choses qui sont personnelles, il y a ce combat d'une petite fille qui a appris toute seule, sans quelqu'un qui lui disait mais bravo, tu vois, rien que ça. Et je pense qu'effectivement, ça fait quelque chose. Mais c'est ce que j'aime, parce que quand je travaille avec les femmes, tu as dit tout à l'heure, toi tu
communique aussi à travers les autres. Mais c'est aussi un peu ça, parce que quand une femme me parle, et des fois on passe des heures, elle m'explique des choses qui sont tellement intimes qu'elle me livre à moi, comme de femme à femme, on ne le ferait pas, parce qu'on est souvent en compétition. Et là, elle me parle tout de suite de ses complexes. Elle me parle tout de suite. J'ai eu des personnes, des femmes qui ont le cancer du sein. J'ai eu des femmes battues qui me disent, voilà, ça, j'ai envie de le cacher. Ou des tatouages, par exemple, qu'on ne veut plus montrer. Enfin, et tout ça, ça amène à des discussions qui sont tellement profondes que pour moi, ça va au-delà d'un vêtement. C'est pas juste un vêtement avec lequel on communique, c'est un moment. C'est vraiment un moment qui est important autant pour elle que pour moi. Et c'est super beau parce que, d'après ce que tu dis, tu aides les femmes à être ce qu'elles sont, mais en cachant leur part qu'elles n'ont pas envie de montrer, donc tu les respectes énormément, mais en sublimant, je sais que j'ai déjà utilisé le mot avant, mais ta boutique est tellement belle qu'il n'y a que ce mot-là qui me vient. Désolée, j'ai pas d'autres adjectifs, parce que là, vous le voyez pas, mais j'ai face à moi toute sa boutique avec les pampas, les oiseaux, Eva qui sourit depuis tout à l'heure. Alors, c'est difficile d'utiliser un autre mot que sublime, je me répète, mais c'est sublime. Et c'est aussi un accompagnement que tu fais avec elle. Et ça fait 3-4 fois que tu me parles des femmes. Pourquoi c'est autant important pour toi de travailler avec des femmes ? Parce que j'imagine que tu fais énormément de robes de mariée. C'est pas anodin d'accompagner les femmes comme ça. Déjà, je pense qu'avec les hommes, je m'ennuierais ou je voudrais mettre des paillettes partout. Les hommes qui veulent un costume à paillettes roses, c'est maintenant. Dans mon monde, un homme doit être classique, il doit laisser la première place à la femme et c'est elle qui doit être sur le devant de la scène. Donc je préfère 1000 fois travailler avec les femmes et j'aimerais changer les mentalités qu'on a, nous, entre les femmes. Donc c'est pour ça que je préfère 1000 fois le faire avec elles. Et surtout dans le milieu de luxe que j'ai travaillé auparavant, la compétition, on a ça tous les jours. Tous les jours. Donc c'est soit on rentre et on fait la même chose et donc on change, soit on part. Et c'est pour ça aussi que je suis partie, parce que c'est pas du tout l'image que je voulais avoir, et c'est pas mon habitude de traiter les gens comme ça. Donc, et je pense que depuis des années, les femmes, on a tellement, on se contrôle tellement en fonction des situations dans lesquelles on vit. Il y a que toi qui arrive, enfin une des rares personnes que j'ai rencontrées qui arrive tellement à être honnête. Tu vois. Tu crois ? Ouais. Wow, c'est fort mais c'est normal, parce qu'on a tous un vécu, donc c'est normal. Et j'essaye justement de les débloquer, parce que bien sûr, elles arrivent avec des complexes qui sont pour elles légitimes, et parfois, en discutant, on arrive à débloquer certaines choses, ou des fois, comme je dis, elles viennent aussi des fois mal accompagnées avec des personnes qui ne les écoutent pas ou qui ne les entendent pas, parce que c'est... Voilà, et je pense que d'avoir un regard aussi extérieur, ça les aide. Je sais pas, je pense que j'aime bien changer un petit peu les codes et vraiment être qu'avec les femmes. C'est un sacré combat que de devoir changer les codes, parce que tu l'as dit, quand tu veux changer un code, c'est que tu te respectes, et c'est bien plus facile que de ne pas se respecter des fois. C'est plus facile de suivre le courant et de dire oui, mais je pense comme toi, parce que tu te bats moins, mais tu te mens à toi-même. Et c'est là où l'engrenage malsain peut se mettre en place. C'est quand, pour être accepté ou pour que ça soit tout simplement plus facile, comme des fois les parents le font avec les enfants. Ils disent oui. Alors, je suis pas du tout en train de faire culpabiliser les parents qui disent oui à un dessin animé à 22h30 en pleine semaine. Et vous, apparemment, l'a déjà fait. Non, ça, évidemment que des fois tu choisis la facilité quand tu es maman, mais je parle du oui qui n'est pas du tout constructif. Et qui du coup foire complètement l'éducation. Après, je sais que c'est facile à dire, moi j'ai pas d'enfant, mais je rapporte ça à qui je suis moi. Très longtemps je me suis menti à moi-même parce que je disais oui alors que ça me plaisait pas, mais c'était tellement dur d'être soi-même parce que j'avais pas la même façon de penser. Et maintenant que je dis non, j'ai perdu pas mal de gens dans ma vie. Ça implique ça aussi de dire non. Mais par contre je suis un petit peu plus en paix avec moi-même. Et c'est très fort ce que tu as fait, parce que tu as quand même quitté une maison de couture là où, réputée, renommée, elle a plus de preuves à faire, selon moi. Pour toi, créer ton univers, c'est quand même super courageux que de s'écouter. Et tu penses que tu t'écoutes depuis que tu es petite, depuis que tu as accès à la couture ? Je pense que oui, parce que j'ai toujours l'impression d'être... en tout cas seule face à cette passion-là. Et heureusement, et c'est pour ça que je dis souvent, on est seul, on meurt seul.
Donc la seule personne que j'écoute moi, et je pense qu'il me faut encore du travail pour être encore en accord avec moi-même, parce que j'arrive à écouter les gens, parce que j'aime les gens. Je pense que, en tout cas pour faire ce métier-là, il faut aimer, parce que pour pouvoir créer pour une femme, il faut réussir à se mettre à sa place. Pourquoi je dis ça? Parce que pour nous, on veut le meilleur. Donc il n'y a que quand on arrive à se mettre à la place de quelqu'un, et là, il faut vraiment être à l'écoute, qu'on arrive justement à créer. Donc oui, j'ai l'impression... mais moi, je ne suis pas encore, je pense, arrivée à ce stade où je suis en accord avec moi-même, parce que je les écoute beaucoup, je les aide beaucoup, et j'aimerais bien pouvoir aussi faire comme elles. Alors parfois, j'y arrive, mais parfois, comme aujourd'hui, j'y arrive pas, mais j'espère qu'un jour, je serai comme toi. Oh, mais j'espère que tu seras jamais comme moi et que tu... Vraiment, j'espère que tu vas être égale à 100%. Après, je pense qu'on est 100% nous-mêmes sur notre lit de mort. Et c'est super ce que tu as dit parce que je suis pas du tout d'accord avec toi. Et je suis contente parce que souvent je suis d'accord. Et là, je suis pas d'accord parce que ma maman m'a toujours dit on est seul, on meurt seul. Et je pleurais quand elle me disait ça. Moi, elle le sait pas, mais je pleurais dans ma chambre parce que je me disais mais c'est horrible ce qu'elle fait. Je dis mais maman, mince quoi. Je me sens déjà si seule. Et je suis pas du tout d'accord parce que je suis d'accord sur le fait que quand tu as un projet, tu es seule. Tu es seule avec tes doutes, tu es seule avec ton bébé, tu es seule avec ton projet. Intérieurement, tu es seule. Par contre, tu vois, quand je vois mon histoire et que Eva m'appelle la veille de mon anniversaire pour me dire on va faire quelque chose de ce que toi tu fais, là, tu comprends que t'es pas seule. Quand je t'interviewe, je me dis je suis pas du tout seule. Donc le projet naît seul. Et quand le projet mourra, t'imagines, il mourra avec toutes les interviews que j'aurais fait, avec Eva, avec moi. Et je sais que tout a une fin, mais tout a une fin avec tout ce que ça comporte, avec la généralité, avec la vie qu'on aura eue. Et du coup, je pense qu'à aucun moment on est seul. On est face à une montagne. Et tant que nous, on n'enclenche pas le premier pas, oui, le premier pas vient de nous. Et c'est là où il n'y a personne pour nous aider. Comme tu as dit, tu es autodidacte en couture, il n'y a personne qui t'a aidé, il n'y a personne qui t'aide quand tu es face à une robe. Je pense que le premier pas, c'est le plus dur à faire et c'est le pas qu'on va faire seul. Et c'est rigolo parce qu'il n'y en a qu'un à faire. Il n'y a que ce petit déclic à faire et le déclic, c'est la chose la plus dure. Par exemple, Eva m'a dit, quand elle m'a appelée pour me dire viens, on se lance dans un podcast, elle m'a dit ça fait des semaines, voire des mois que je réfléchis à ce projet. Donc son pas à elle, c'était de m'appeler. Mon pas à moi, c'était de faire quelque chose de... Pour toi, c'est quoi la vie? J'avais commencé à en faire quelque chose. Donc là, elle était seule face à elle-même pour m'appeler. Moi, j'étais seule face à moi-même pour commencer ce projet. Toi, pour les robes. Mais après, t'as une équipe, en fait. T'as les gens qui t'aiment et t'as la vie, tout simplement. Enfin, je pense que avec tout ce que t'as fait, la vie, des fois, elle doit t'envoyer des sacrés signes. Ouais. Ouais, non, enfin, quelque part, je suis aussi d'accord avec toi, bien sûr. Mais quand je dis être seule, moi, en tout cas, c'est mon ressenti, bien évidemment. Et heureusement, j'ai ce métier-là pour me rappeler que je suis pas toute seule, il y a les autres, il faut les écouter, il faut les rendre heureux. Mais si je faisais pas ça, je pense que ça, je l'appliquerais tous les jours, être seule. Vraiment, ça me rappelle, c'est pour ça que j'aime beaucoup venir ici. Et c'est important pour tout le monde, même si je sais que c'est pas facile. Je me dis, mais on passe tellement de temps, on sacrifie beaucoup pour notre travail, on passe tellement de temps, alors c'est encore pire quand ça nous plaît pas, que c'est difficile, bien sûr, mais c'est important de trouver notre voie, de faire quelque chose qu'on aime, et je crois que je t'ai répondu complètement à côté de la plaque, parce que dans ma tête, je pensais à autre chose. Je crois pas. Non, je crois pas. On verra si dans YouTube, c'est marqué, on n'a rien compris. Mais ouais, je pense qu'on sera jamais d'accord là-dessus, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais je comprends aussi ce que tu veux dire. Mais c'est parce que moi, j'ai changé d'avis il y a pas si longtemps, en fait. J'ai changé d'avis depuis que je fais vraiment ce qui me plaît. Je me dis, mais à aucun moment je suis seule. Même quand je suis seule physiquement, l'amour que je peux recevoir, il est... Vas-y, tu peux tousser. L'amour que je peux recevoir, je le ressens même quand je suis seule. Enfin, les moments d'amour intense, tellement puissants, j'essaie de m'en souvenir, soit quand ça va pas, ou des fois aussi je vais à des endroits qui m'ont plu, où j'ai vécu de belles choses, et je vais me ressourcer à ces endroits-là quand
Quand je sens que vraiment c'est pas une chouette journée. Ouais, c'est important. C'est pour ça que je disais que c'était une collection de plein de petits moments qui nous aident. Alors même si on dit que le passé n'existe pas et que le futur n'existe pas non plus, enfin le passé n'existe plus, le futur n'existe pas, le présent c'est ce qui est important. Mais pour moi le passé ça compte beaucoup. Parce que ça passe tellement vite, on reviendra jamais. Mais justement ces petits instants comme toi, moi aussi ça m'aide beaucoup. Ça peut être un parfum, une musique, une odeur aussi. Et ça nous aide. Il paraît en plus, ça selon une étude, que le passé, le présent et le futur se côtoient. Et que en fait c'est pas une ligne droite et que c'est comme une boucle. Donc la égoule du passé, du présent, du futur, en fait elles sont toutes mélangées. Et là pendant le podcast tu dis pas mal que tu réponds à côté ou que c'est pas ce que je voulais entendre, mais c'est de toi et moi je trouve que tu es pas mal toi-même. Déjà quand on rentre dans sa boutique, mais enfin rien qu'à Charleville on se dit mais c'est Egoul. Ah oui. Ah mais oui, parce que c'est vraiment comment je pourrais dire, ça a de l'allure, il y a ta touche, tu vois. Il y a plein d'autres magasins qui ont de l'allure. Je me rends compte que je suis en train de dénigrer tous les autres magasins de Charleville. Il y a beaucoup de belles boutiques. Il y a énormément de belles boutiques. Je vais me rattraper. Allez, je rame. Non, mais enfin, je veux dire, tu as quand même fait un shooting photo avec tes robes à New York. Avec, il y avait Céline, il y avait Arnaud Gracia, c'est ça, c'est ça, bien prononcé. Oui, et puis quand on voit ta couture avec les perles, moi je pense pas mal à l'Italie, ça fait dans 2 podcasts que j'en parle, mais bon, c'est mes origines. Je sais que par exemple, quand il y a un baptême ou un mariage en Italie, c'est toujours en grand. C'est des tonnes. Je me souviens de ma cousine qui a fait un baptême, c'était coiffeur, c'était maquillage, et c'est cette touche qui vient de l'étranger que tu as rapporté ici, qui est super belle. Et tu vois, là, c'est moi qui sais plus du tout pourquoi je dis ça. Mais c'est quand je regarde ta boutique, je voyage. Mais je sais pas du tout pourquoi j'en viens là. Eva, c'est pas non plus. Je crois qu'on voyage pas mal dans ce podcast. Mais c'est pas grave. Mais oui, si, c'est ça que je voulais te dire. C'est que pour quelqu'un qui me dit que tu sais pas trop où tu en es dans le fait d'être toi-même, que tu veux pas parler de certaines choses, mais que grâce aux robes, tu parles de tout. C'est ça. Je trouve ça vraiment beau, déjà, tout ce que tu as créé sans savoir qui tu es. Alors, le jour où tu vas savoir qui tu es, mais qu'est-ce que tu vas faire dans Charleville ? Ouais. Tenez-vous prêts, ça va trembler. Non, mais je me suis enfin trouvée, parce que je suis dans mon espace et je suis enfin... Mais j'ai tellement eu... Tu vois, on revient au passé, j'ai tellement eu l'habitude d'être dans le contrôle que c'est dur. Parce qu'on est tellement habitués, c'est notre zone de confort d'en sortir. C'est pour ça que quand je rencontre des personnes comme toi qui arrivent, chapeau, parce que je me dis mais c'est beau, t'es en accord avec toi-même, je pense qu'il me faudrait un peu plus de temps et ce métier-là en tout cas m'aide beaucoup. Mais il y a vraiment plein de moments où j'ai l'impression en tout cas de pas du tout être en accord avec moi-même. Ce que j'essaye de faire au maximum, c'est ce que je ressens, de le dire. Tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure en off. Si à un moment tu paniques, moi j'adorerais entendre « je panique ». Tu vois, de pas faire semblant en fait, c'est ce que j'essaye de faire le plus possible. Et Eva vient de me tendre son téléphone pour que je te pose une question, mais son téléphone s'est verrouillé. Et Eva ne parle pas. Elle écoute. Ah oui, c'est vrai que c'est une jolie question. Est-ce que être maman, ça a affecté ta vision de la vie et est-ce que ça t'a aidé à prendre confiance en toi ou à vouloir te battre encore plus, à ta vision de la vie depuis que t'es maman? C'est une très bonne question parce que déjà, si tu m'aurais interviewée avant, ma fille, j'aurais jamais pleuré devant toi. Jamais. Les enfants aident à rendre les émotions vulnérables. Devant la ligne verte, je n'ai pas pleuré. J'étais quelqu'un de très très peu empathique parce que tellement sur le contrôle que depuis ma fille, ça a tout changé mes émotions. Heureusement que voilà. Non, mais en fait, je ressens beaucoup plus les choses et forcément, ça change tout. Ça a été un déclic parce que mon premier défilé que j'ai fait à Reims, j'étais enceinte de 5 mois. Et quand elle est venue au monde, elle est venue le 20 juin 2020 et je me suis lancée le 1er novembre 2020 parce que je me suis dit, mais je préfère essayer, échouer et lui donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire que de ne pas essayer. Et je me dis, si un jour elle a un rêve grand comme le mien,
Même si au moins j'aurais testé, je serais le brouillon avant. Donc ça a été pour moi, bien sûr, une motivation incroyable. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir son papa qui m'a beaucoup aidée, parce que quand on se lance, on a beaucoup de doutes, on se dit mais comment je vais gérer les factures et comment je vais gérer ci, et ça m'a empêché d'avancer. Donc d'avoir quelqu'un qui me dit ok, je souffle un petit peu, concentre-toi sur la couture, et encore aujourd'hui, j'ai la chance, je m'occupe que de la couture. Vraiment, ils mettent beaucoup tout ce qui est papier, je déteste ça, et ça m'a beaucoup aidée. Donc bien sûr, il faut être bien entouré, et d'avoir un enfant, ça change tout. On a l'impression qu'on fait reset et on doit tout rechanger, reformuler, on se redécouvre. Et mais c'est vraiment important, c'est ce que j'ai appris aussi, d'être vulnérable. Parce que quelqu'un qui tient tout le temps, par exemple, moi j'ai pas trop confiance aux gens qui tiennent. Tu vois, ils tiennent, ils sont toujours contents, ils sont toujours là, tu te dis, mais soit le jour où ça va craquer, ça va faire très très mal, soit il y a quelque part où ils sont faux pour pouvoir tenir. Et c'est vrai que de temps en temps, je dis pas tout le temps non plus, parce que quelqu'un qui va être que vulnérable, ça va être très compliqué à gérer, mais de voir des larmes ou de voir de l'émotion dans les yeux de quelqu'un, moi c'est ce qui permet de me rassurer. En fait, quand je vois quelqu'un pleurer, ou quand je vois quelqu'un me dire ah là je suis pas d'accord, ce que je ressens ça me fait mal, là je vais me dire mais là il est en train de me parler franchement, il est en train de me dire sa vérité, donc moi je peux que respecter une personne qui peut se montrer vulnérable, justement, parce que c'est très dur de se laisser aller à ce point-là. Et moi je trouve pas du tout que tu sois dans le contrôle, au contraire, je veux dire, dès le début je sais pas si ça se dit, mais j'ai envie de le dire, t'as décontrôlé. On n'a pas suivi la ligne, c'est ça? Non, on n'a pas du tout suivi la ligne. Et puis tu parlais de La Ligne Verte. Alors c'est un film que j'ai découvert cette année. Je sais pas ce que j'ai fait. Non mais je sais. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans ma vie pour en arriver là. Mais même moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais Victorine, mais qu'est-ce que t'as loupé? Alors ça voyage, ça fait des interviews, mais La Ligne Verte, non, pas du tout. Donc je vous conseille ce film que j'ai découvert à 29 ans avec un petit peu de honte, j'avoue. Mais il y a des situations aussi dans lesquelles où j'ai jamais pleuré, j'ai toujours tenu. Et puis maintenant, par contre, des fois, mais j'ai envie de pleurer, mais pour rien du tout. Et je suis super heureuse de le faire. Mais toi qui aimes bien la couture, je suis allée au cinéma, je crois que c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, et il y avait une pub Cartier. Ah ben j'ai pleuré. C'est pas vrai. Elle était magnifique. Et je l'ai déjà recherchée sur YouTube pour la revoir. Hein. Elle était magnifique, c'est parce que j'aime beaucoup les pubs qui disent pas trop qui elles sont. Et en fait, il y avait juste une musique, il y avait leur bracelet, leur boucle d'oreille, et ils parlent de la longévité d'un couple et de la naissance d'un couple jusqu'à la mort, mais à la mort physique. Alors voilà, c'était terminé pour moi. Le film n'avait pas commencé. Et c'était mon moment de vulnérabilité à moi, et après, le film d'après, bah, pas une larme, pas d'émotion, mais voilà, c'est quand l'émotion est là... Je pense qu'il faut l'accepter, parce que c'est là où tu te rends compte aussi avec qui tu peux te laisser aller, avec qui ça ne marche pas. Et quand tu as une émotion, tu es vrai. Et la force de montrer ses émotions, c'est aussi la force de bien s'entourer. Parce que quelqu'un qui va refuser tes larmes n'est pas quelqu'un de bien pour toi sur le moment. On n'a pas à refuser tes larmes, on n'a pas à refuser quoi que ce soit, tant que nous, ça nous fait pas de mal. Enfin, je veux dire, si là tu te mets en colère, que tu te mets à tout casser, peut-être qu'on partira avec eux. Faudrait beaucoup, hein. Tu m'as ramené des cornichons quand même, je peux pas faire ça. Oui, on m'a conseillé de ramener des cornichons. Il manque la vodka. C'est vrai? Cornichon, vodka? Oui, c'est comme ça en Russie. C'est vrai? Oui. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un shoot de vodka et tu manges... Ah mince! Ah ben, on viendra te réinterviewer avec une bouteille de vodka. Alors là, par contre, la vie sur la vie risque d'être très différent, effectivement. J'en bois pas, mais normalement, c'est ça. D'accord, très bien. Eh bien, la prochaine fois, on testera ça et on fera une interview après. Et on verra si ça fonctionne. Et qu'est-ce que tu as ramené de Russie, à part cette envie de créer, cette envie de coudre? Et surtout cette envie de pas y retourner. Non, surtout parce que quand j'étais plus petite, j'aimais bien y aller, j'avais beaucoup du mal à m'adapter à la France, mais là je réponds pas à ta question, mais je vais revenir à ta question. Mais plus les années passent, et c'est de plus en plus compliqué, en tout cas pour la place de la femme. Donc je suis tellement reconnaissante pour mes parents
qui ont quitté leur travail, qui ont dû se réadapter dans un pays qui, eux, étaient ce fameux brouillon pour nous, quelque part. Et parce que, en tout cas, on a beaucoup de chance ici. On se plaint, mais on est en avance d'un siècle sur, en tout cas, la liberté de la femme. Qu'est-ce que j'ai amené J'ai gardé mon nom, ça c'était important. Quand ma fille elle est née, elle avait mon nom en premier et ensuite celui du papa. Et c'était une fierté pour moi parce que j'ai tellement tout laissé là-bas. Et les recettes. J'ai l'impression. Parce que j'adore la gastronomie française, bien sûr, mais surtout ça, les repas. Parce que nous, on mange à toutes les heures. C'est vrai? Ouais, on a du mal avec matin, midi, soir. Ah ouais? Oui, par exemple, si tu passes à la maison à 15h, je vais te cuisiner sous tes yeux un repas frais, maison, et ça sera salé. Donc, je pense beaucoup ça. Et après, j'ai laissé quasiment tout là-bas. Parce que je me sens quand même beaucoup plus française. Même s'il y a eu une longue période où je me sentais pas du tout française. Après, je savais pas trop. J'étais entre les deux et ça a été la période la plus difficile. Mais depuis la naissance de ma fille, c'est ça. Je pense que j'ai tout laissé là-bas, presque. T'as eu plusieurs vies? Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Mais dans ma tête, vu que ce que je vis aujourd'hui, ça a toujours été dans ma tête, quelque part, non, j'ai aussi l'impression d'avoir eu toujours cette vie-là. Et c'est assez prenant de t'écouter parce que moi je peux ressentir qu'il y a plein de choses que tu dis pas, que il y a beaucoup de choses qui t'ont amené à réfléchir, à te poser des questions, à douter, à être là. Ce que je trouve beau, c'est par rapport à la place de la femme. Je trouve ça super important ce que tu fais avec tes robes parce que discrètement tu dis au mari, regardez votre femme. Ouais, c'est exactement ça, surtout. Enfin, moi, je respecte beaucoup les hommes, hein, il faut hein, mais je pense qu'on a tellement pris aux femmes hein, depuis des années, et ça dans tous les pays, qu'il est temps de leur donner un peu de lumière. Ouais. Je respecte beaucoup les hommes qui sont en retrait. Peut-être qui sont en retrait ou qui laissent la place aux femmes et que les femmes laissent la place aux hommes aussi. Exactement. Je pense que si tu laisses la place aux hommes et que eux te laissent la place, personne n'est en retrait, mais tout le monde est à sa place. Mais je pense pour qu'elle soit à l'aise, après tout ce qu'une femme a vécu, je pense, il faut lui laisser un peu de temps. Voilà, la laisser comme je disais, sur le devant de la scène. Et bien évidemment, dans un couple, quand je te dis la Russie est encore en retard d'un siècle, quand j'ai fait un repas avec ma famille russe, la question qu'on a posée à mon père et à mon copain, donc le papa de ma fille, on lui a dit c'est qui le chef à la maison. Ouais, on en a encore là. Ouais, on en a encore là. Et mon père, parce que mon père c'est un vrai féministe, hein, j'ai tellement aimé sa phrase, et il lui a dit les deux. C'est pour ça qu'ils ont réussi, les deux. Et bien sûr, et on a réussi parce qu'il m'a laissé cette place. Et moi, j'étais tellement dans cette confrontation avec lui au début de la relation, en mode c'est moi, tu ne prendras pas le dessus. Et parce qu'il m'a laissé ce temps, pour que je sois à l'aise, pour que j'ai confiance en lui, pour me laisser aller. Bien évidemment, c'est les deux. Sinon, un couple, on ne réussit pas s'il y a quelqu'un qui est le dessus. Oui. Mais on a besoin de ce temps-là. Je suis complètement d'accord et c'est beau parce que lui a compris qu'il fallait être patient. Toi, t'as compris que c'était pas la peine non plus de le torturer. Mais je le torture encore un peu. Ça leur fait pas de mal. Des fois, Ego, elle regarde Eva, elle dit « ça tu coupes, mais là, elle l'a pas regardé. » Non, ça tu gardes. Ça tu gardes. Et c'est super beau aussi que ça soit ton nom pour ta fille. Parce que un jour, je discutais avec un ami et malheureusement, paix à l'âme de son papa, mais il est parti. Et il m'a dit, tu te rends compte, je suis le seul à pouvoir perpétuer le nom. Et là, j'ai pas pu m'empêcher, mais je lui ai dit, mais tu sais, moi, mon nom, il s'est éteint il y a 2000 ans. Et je lui ai répondu ça avec tout le respect que j'ai pour son papa et pour lui, parce que lui s'inquiétait de son nom, là, maintenant, pour sa génération. Moi, je sais même pas qui je suis, on parlait de qui on était. Mon nom, c'est Gia Maria, et je l'aime beaucoup, j'en suis très fière. Mais avant, qui était la première femme à porter le nom? Donc c'est super puissant de la part de ton homme et de ta part à toi. Mais on a gardé les deux, et parce qu'on voulait au départ, on a discuté de garder les deux. Et c'est lui qui m'a dit on mettra le tien en premier, en plus il est long, parce que si on met le sien qui est tout court et facile, on va s'arrêter là-dessus. Alors que si on met le tien, au moins on va continuer jusqu'à la fin. Donc oui, c'est plus difficile pour à l'école peut-être, mais au moins elle gardera les deux. Et c'est ce que je disais, il m'a laissé ce temps-là, il m'a laissé cet espace, même dans le nom de la fille et de notre fille, donc ça c'est super important.
Eh bien dis donc, pour quelqu'un qui n'a pas trouvé sa place encore, qui ne sait pas qui elle est, waouh. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand tu sauras qui tu es, ma mamie. Mais Goul, merci beaucoup de Merci à t'être vous, livrée les filles. comme ça. Encore une fois, je trouve pas du tout que tu étais dans le contrôle, c'était super agréable, au J'ai contraire. essayé. C'est la première fois que je fais une interview avec autant d'émotions. C'est plutôt moi qui étais dans le contrôle pour le coup, parce que j'ai pas dit, mais à plein de moments, je ressentais plein de frissons, j'ai forcément eu les larmes aux yeux, et moi je me disais, mais non, Victorine. Si C'est- tu pleures, elle va pleurer. Oui, mais puis je t'ai laissé la place que c'était tes émotions à toi. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, peut-être te livrer sur quelque chose que tu n'aurais pas dit, ou nous parler d'un plat, ou nous parler de ta fille, ou c'est à toi le micro là. Ah mais oui, déjà la journée elle a très très mal commencé. J'ai une petite fille de 2 ans qu'il faut emmener à l'école tous les jours, elle pleure. Donc la journée elle a commencé avec un peu de culpabilité, donc il faut se retirer un petit peu ça à nous les mamans. Donc ça prend du temps et on m'a demandé, voilà, ça va être comme ça quelques temps, mais de commencer les journées pour une maman avec cette culpabilité de laisser son enfant pour venir travailler, surtout que j'aime tellement venir travailler que ouais, c'est un peu dur des fois. Bah, c'est vrai que cette culpabilité, je la ressens avec mes amis. Donc moi, je suis pas maman, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont eu des enfants en même temps. Et elles ont cette culpabilité permanente d'être à la hauteur dans tous les domaines. Toi, je trouve que, d'après ce que tu me dis, tu arrives quand même à bien sectoriser, enfin segmenter plutôt. Tu as ta place au travail, tu as ta place dans ton couple. Alors que j'ai des amis qui se retrouvent sur tous les fronts, qui s'épuisent, qui elles peuvent pas du tout s'épanouir au travail parce qu'elles n'ont pas le temps. Elles peuvent même pas aller au sport parce qu'elles n'ont pas le temps. Et j'ai pas du tout de réponse à leur apporter. Mais par contre, moi j'aimerais les aider. D'ailleurs, j'ai dit à une amie il y a pas longtemps, mais je sais pas quoi faire pour vous, mes amis qui culpabilisaient. J'aimerais les aider et j'aimerais trouver une réponse à cette culpabilité qu'ont les mamans de pas être à la hauteur, alors qu'en plus, moi, vu de mon regard extérieur, mais je me dis, mais elles sont tellement super, elles font tellement tout ce qu'il faut. Mais ce que j'ai l'habitude de voir autour de moi, surtout depuis que j'ai ma fille, c'est les mamans, parce que dès qu'on a un enfant, on attire les mamans. C'est comme ça. En fait, elles ont tellement peur de mal faire qu'elles préfèrent gérer. Et la chose qui est très difficile quand on vient d'avoir un enfant, c'est de laisser le papa, de lui laisser sa place. Et parce qu'on a envie de le garder, on a envie de continuer de le nourrir. Après, on a envie de crier sur papa en mode tu m'aides pas, mais parce qu'on a aussi du mal à lui faire confiance. Donc quand j'ai eu ma fille, ça a été dur, mais je l'ai laissé participer à 50-50 sur absolument tous les points et il l'a fait avec plaisir. Et là, ma fille, la nuit, elle demande toujours papa. Depuis que j'allaite plus, je lui ai dit à partir du moment que je l'allaite plus, c'est toi qui se réveille tous les... Alors il travaillait, moi je travaillais pas à l'époque, il se réveillait à 5h et pourtant il passait toutes ses nuits, c'est lui qui s'occupait. Et quand on en discute avec des amis qui viennent d'avoir des enfants, il me dit mais je suis tellement heureux quand c'est moi qu'elle réclame parce que la journée elle me réclame pas, elle est toujours après maman, mais la nuit je l'attends avec impatience alors que je sais que je vais pas dormir. Et de laisser cette place, en fait l'homme se responsabilise beaucoup plus et il prend autant plaisir que la maman à faire tout ça. Déjà, mais je pense que c'est à la femme de se laisser aller et d'accepter de l'aide ou de l'imposer. Parfois il faut l'imposer aussi. Enfin, j'ai pas les mots pour qualifier ce que tu es en train de dire parce que j'en discutais aussi avec une amie. Et c'est à nous aussi de se rendre compte que quand on est maman, des fois, je pense qu'on veut trop gérer. Ouais, exactement. Et après, comme tu dis, enfin, mes amis crient sur leur mari, mais en même temps, elles ne leur ont pas laissé la place. Donc, eux ne savent plus quoi faire. Et c'est génial d'être pour les femmes, mais de voir aussi ce que nous, on peut améliorer. Et je suis d'accord avec toi que se laisser aller permet à l'autre d'entrer dans la vie, d'entrer dans la danse. Exactement, exactement. Mais et pour moi, ça vient parce que ma mère m'a toujours dit les hommes s'habituent trop vite au confort et à la facilité. Et ils sont comme ça de nature. Et je pense qu'on est quelque part, on est tous comme ça, même les femmes. En train de me dire, oui. Mais bien évidemment, vous avez un enfant, les nuits on dort pas et comme tu disais tout à l'heure, la femme a envie de tout gérer. Donc lui, par facilité, il va dire bon bah c'est la maman, c'est normal. Et après, ça crée aussi des conflits. Donc
pour moi, à ce moment précis, c'est à la femme et à la maman de lâcher prise et soit d'imposer l'aide, soit de laisser la personne qui, en général, les papas réclament aussi. C'est parce qu'ils savent pas trop, ils ont pas accouché, donc ils attendent les directives pour faire. Donc parfois, ils savent pas trop où se positionner, donc il faut, même si c'est dur des fois. Mais c'est ce que je me suis dit aussi parce que j'ai une amie donc, qui a eu un bébé et au moment où il a pleuré, je lui ai rendu. Et je me suis dit, moi je fais ça parce que je suis son amie, mais je fais surtout ça parce que moi je l'ai pas porté, je sais pas comment il réagit. Et là, c'est rigolo parce que je me suis mis à la place du papa et je me suis dit, mais c'était pas méchant mon geste et ça aurait été méchant le venant d'un papa. On serait dit, bah regarde le père. Mais en fait, le père il est peut-être aussi perdu que moi. En tant qu'amie, moi je peux me permettre de rendre le bébé, mais le père a le droit aussi de dire, montre-moi, apprends-moi parce que moi je l'ai pas eu 9 mois et j'ai peur tout simplement. Moi j'ai rendu le bébé parce que j'avais peur de mal faire. Et c'est vrai que peut-être que les hommes devraient un peu plus être vulnérables et dire là j'ai peur, je comprends rien. Et les femmes dire ok j'accepte et je vais te montrer. Exactement. Et justement c'est ces 9 mois quelque part qui doivent rattraper parce que nous pendant 9 mois on a créé une relation donc on se sent des fois plus à l'aise et eux c'est tout nouveau donc en fait on doit leur donner ce temps aussi d'être à l'aise avec le bébé et après la vie elle est tellement plus simple. Enfin moi en tout cas comme je le disais dans mon couple bon j'imagine que c'est plus difficile pour lui parce que il sort un peu des codes de ce que les hommes peut-être ont l'habitude de faire, mais je sais à 1000% qu'il est beaucoup plus heureux comme ça que si je gérais tout, parce que moi je serais toujours en train de lui crier dessus et je serais pas satisfaite, alors que là c'est vraiment tâche partagée et au moins on n'a pas ce problème. Et puis plus tard il se dira j'ai eu plein de moments avec ma fille, mais grâce à toi en fait Egoul. Non mais grâce à lui. oui, mais grâce aussi au laisser-aller que tu as eu et à la confiance que tu as eu en lui. Parce qu'il y a plein de mamans qui n'ont pas confiance en leur mari et du coup je pense que ça les frustre. Et au lieu pour le coup, au lieu de se battre, ils passent moins de moments avec les enfants, mais ils le regrettent peut-être plus tard. Et j'ai croisé un ami dans la rue qui m'a dit « Ah non, mais moi, le biberon de 2 heures, c'est moi qui le donne. Hein. Je travaille à 8 heures, mais sinon, je vois pas ma fille. » Il était à fond sur le biberon de 2 heures du matin. C'est magnifique. Et j'ai eu des frissons. Donc, je pense qu'il y a les choses vont changer. Et tout à l'heure, tu disais que au départ, tu te sentais russe. Et après, tu savais pas trop où t'en étais. Et je pense que les hommes et les femmes, en ce moment, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est un petit peu dur par moment. Parce qu'on est dans cet entre-deux de « Ok, qu'est-ce qu'on fait du coup avec notre génération ? Quelle est ma place ? Quelle est ma place en tant que femme, en tant qu'homme ? Et surtout, quelle est ma place en te respectant toi ? En tant que femme ou toi en tant qu'homme ? » Parce qu'on est en train justement de casser tous les codes et de sortir de cette zone, même s'il y a encore beaucoup de travail. Donc forcément, tout ce... Ouais, je vais réutiliser ce mot-là. C'est encore vraiment un gros brouillon, là, cette génération où on a besoin de trouver notre rythme. Moi, j'aimerais terminer sur ça en parlant du brouillon parce que j'ai adoré cette image. Il y a une phrase qui dit « Je préférerais lire de la part d'un écrivain tout ce qu'il a barré ». Et parce que les brouillons sont super importants. Si on n'avait pas de brouillon, si on n'avait pas fait d'erreur, si on n'avait pas vécu tout ce qu'on a vécu, on n'en serait pas là. Je suis totalement d'accord. C'est magnifique. Merci beaucoup, Egoul. Merci à vous, les filles. Merci de nous avoir ouvert les portes de ta boutique, de tes robes, de ta création et puis de ton cœur ce soir. Hey, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Egoul s'est livrée, a osé et merci à elle. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous donner vos retours. Vous pouvez également suivre nos aventures sur Instagram et Facebook. Et si jamais vous aussi, vous voulez venir au micro de Capture Podcast pour donner votre avis sur la vie, ou tout simplement pour échanger, n'hésitez pas à nous contacter en message privé ou par mail. En attendant, prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!